Bonjour tout le monde, bienvenue à Objet UX, où on s'interroge sur la place de l'utilisateur dans le design d'objets. Cette semaine, on reçoit Jean-Sébastien Daigle, qui est facilitateur et gentleman à temps plein. Jean-Sébastien est passé de designer à formateur en design sprint et à facilitateur. Donc, sans plus tarder, voici son entrevue. Donc, premièrement, allô JS. Salut Samuel. Ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien, ça va très bien. On a du soleil. Donc, j'aimerais commencer par simplement un petit revue de ton parcours professionnel, juste pour mettre la table. Est-ce que tu peux faire? Bien sûr, je vais essayer de faire ça le plus rapide possible. Essentiellement, moi, j'ai commencé mon parcours professionnel, j'ai étudié en graphisme. Puis après ça, j'ai à Sherbrooke, très belle ville. Après ça, je me suis dirigé à Montréal, dans lequel j'ai travaillé essentiellement dans le domaine de l'imprimé. Donc, je faisais des magazines, des rapports annuels en tant que graphiste. J'avais plusieurs directeurs artistiques qui me disaient quoi faire ma job. Pas quoi faire, là, mais voilà. Comment faire? Comment faire ma job. Des années d'apprentissage, par moments ingrat, par moments, bon, voilà, avec un peu d'overtime, mais bon, c'est propre à la profession. Souvent, quand on commence, on ne choisit pas, hein, faut s'améliorer. Mais tout ça pour dire, après ces 3 années-là, j'ai décidé de retourner à l'université à Québec. Parce que je voulais, éventuellement enseigner la profession. J'ai toujours comme aidé, expliquer comment le design fonctionnait, cette portion-là. Donc, pour pouvoir enseigner, ça prenait jadis minimum un bac. Donc, je me suis dit, j'allais retourner à Québec. Aussi, le web, le numérique commençait à prendre de plus en plus de place. Moi-même, en tant que graphiste, je commençais à faire un peu on va dire, de front-end, du HTML et du CSS. Donc, voilà, gros intérêt pour le web, le numérique, la technologie en général. Je suis allé faire mon bac à Québec. Après ça, j'ai commencé comme travailleur autonome, pigiste. Donc, je travaillais en agence à gauche, à droite sur voilà, des mandats d'imprimés, des mandats de pub, des mandats d'image de marque avec quelques agences. Ça l'a fait... j'ai passé 8 mois comme travailleur autonome. Par la suite, j'ai été engagé dans une compagnie qui faisait essentiellement des sites web, des intranets, des applications numériques, dans lequel, bon, j'ai eu plusieurs rôles. J'ai été designer, j'ai été chef d'équipe, j'ai aussi aidé et contribué à l'élaboration d'une équipe de design sprint et de facilitation. Et maintenant, depuis 1 an, je suis à mon compte et je fais essentiellement de la facilitation. Donc, surtout des ateliers sur mesure inspirés du design sprint, du design thinking, la résolution de problèmes essentiellement de façon créative et en co-création. C'est mon parcours professionnel, rapidement. Super. J'aurais le goût d'aller un peu plus dans la narration de ce parcours-là. Puis, on dirait que ce qui m'intrigue, c'est de faire un changement de graphisme pur, mettons, à UX. Puis, qu'est-ce que tu voyais dans le UX ou dans le numérique qui était différent, plus intéressant, disons, que dans le graphisme traditionnel? Comment je pourrais dire? C'est pas un changement nécessairement drastique. Je pense que c'est un truc qui m'a toujours un peu qualifié comme personne. C'est que souvent, bon, les gens vont étudier en design, en graphisme, vont dire, ah, moi, j'aime pas la photo, j'aime pas l'illustration, j'aime pas la typo, ou j'aime la typo, j'aime la photo, j'aime l'illustration. Les gens vont se spécialiser. Ouais. Dans mon cas, j'ai toujours été plus genre, je ne connais pas ça, je veux l'apprendre, puis je vais devenir good enough dans ça. Puis je vais voir éventuellement comment ça va me servir. Faut dire que moi, ça fait bientôt 15 ans que je suis sur le marché du travail. Puis, je veux dire, il y a 15 ans, on ne disait pas ah, tu es designer de site web, tu es designer UX. C'était probablement que ça existait, peut-être la terminologie quelque part ailleurs, mais c'était plus graduel et c'était pas encore ça. Donc, essentiellement, je ne pourrais pas vraiment capable de dire que j'ai choisi ça. C'est plus comme le contexte a choisi que j'allais passer de plus en plus de temps là-dessus,
que j'allais apprendre les technicalités, que j'allais justement un peu utiliser ces outils-là pour résoudre des problématiques. Fait que pour moi, en design, je ne l'ai pas choisi. J'ai toujours me suis intéressé à la photo, l'illustration, le design graphique, l'imprimé, le web, le numérique, le UX, l'accessibilité, comme étant des outils, tout simplement. Puis là, ben, le marché étant ce qu'il est, le UX, la résolution de problèmes et le numérique est très, très, très important. Donc, c'est là où je me suis spécialisé dans les dernières années, surtout. Là. Fait que, étant donné que tu vois ça comme étant des outils un peu toutes ces différentes disciplines-là du design, est-ce que tu vois comme dans le design of all un peu ou comme comment tu nommerais ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui. Comment j'expliquerais ça? J'ai fait ça ouvre le champ des possibles un peu, on dirait, puis ça m'intrigue. Sur le sujet, je dirais que dernièrement, surtout dans la dernière idée, la façon que je l'explique, c'est que je dirais que je pratique l'abstraction des titres. En le sens où, tu sais, quand on dit on est designer, souvent les gens disent ah, tu fais du linge, ou tu sais, ils vont associer quelque chose. Le design, c'est ci, le design, c'est le beau, le design, bon, il y a plein de choses. Puis en réalité, ce que j'ai réalisé avec le temps, ou comment je vais commencer à intellectualiser ma profession, c'est en me disant bon, je suis designer, terme très générique, je résous des problématiques. Puis le terme qu'on associe avec le mot design, c'est essentiellement la technicalité de notre domaine. Donc, si je suis designer UX, on s'attend de moi à ce que je sois capable de faire de la recherche, d'analyse, des maquettes filaires et tout ce qui a attrait au UX. Si je dis que je suis un designer imprimé, bien, on s'attend à ce que je connaisse les notions techniques pour faire des livres, des magazines, des rapports annuels, des éléments. Sauf qu'ayant un peu tous ces éléments-là, ces outils-là, on va dire, comme connaissance, comme compétence, là, à différents niveaux, là, je ne suis pas excellent partout. J'ai commencé justement plus à dire je suis designer, juste designer, on a une problématique, puis on va voir justement c'est quoi le bon set d'outils pour régler la problématique. Peu importe c'est quoi la problématique. Et quand je ne connais pas l'aspect technique, exemple, il y a des problématiques en UX qui sont au-delà de mes connaissances. Il y a des exemples, il y a des pratiques en numérique qui sont de l'accessibilité. C'est des connaissances plus pointues qu'il faut aller chercher. Même chose pour certains aspects, photographie, cinématographie. Tout ça, tu as de connaissances et de compétences qui est essentiellement de la résolution de problèmes, de la compréhension, qui a les éléments de base, mais la portion technique, quand je ne les ai pas, je fais référence à d'autres designers qui ont ces notions techniques-là. Mais jamais je me limite justement à mon titre. OK. Puis, j'aurais le goût d'en profiter pour faire le parallèle avec un peu l'idée d'objet dans objet UX. Là. On a parlé un peu de design at large. Puis, je me demande, étant donné que tu dois designer plus que. Ben, tu dois designer en fait un peu tout au final. Est-ce que ça t'a amené, dans le fond, à travailler au niveau de l'objet dans ta carrière jusqu'à présent? Puis comment ça s'est matérialisé? Là? En fait, c'est surtout, je dirais, dans les dernières années, dans le contexte dans lequel je travaille, c'est essentiellement des ateliers de co-création, de résolution de problèmes. Et c'est aussi pour ça que je pratique, on va dire, l'abstraction de mes titres, c'est quand on fait un atelier de design sprint ou dans lequel on essaie de résoudre une problématique, on veut passer dans certaines phases d'idéation et d'élaboration de solutions, mais on ne peut jamais commencer notre processus en se disant « j'ai déjà la solution ». Puis si je rentrais là en disant « moi, je suis un designer UX », nécessairement, j'essaierais de résoudre la problématique avec des techniques, des façons de résoudre des problématiques que les UX utilisent. Les gens en résolution de problèmes qui font de l'objet vont comprendre ce domaine-là. Ils vont essayer de résoudre des problématiques avec l'objet. La même chose que les gens de communication voient les problèmes de communication, marketing, comptabilité, techno, etc. Donc, justement, en essayant d'enlever cette couche-là, c'est plus simple pour moi d'aborder les problématiques. Puis, c'est arrivé quelques fois qu'en tentant de résoudre des problématiques dans le contexte de design sprint, la solution n'était pas nécessairement des sites web. Ou du moins, la meilleure façon de répondre aux besoins d'un utilisateur passait par l'objet. Donc, dans ce cas-ci, ça m'est arrivé
2, 3, 4 fois peut-être, où dans la résolution de la problématique, de ce qu'on essayait d'aller chercher, l'objet était partie intégrante de ce qu'il fallait réaliser, concevoir, intellectualiser pour résoudre la problématique. OK, cool. Puis, ben, en fait, tu m'avais pas quand on s'est parlé à pré-entrevue, tu m'avais parlé d'un projet où il y avait un objet peut-être connecté, justement. Essentiellement, c'est avec mon ancien employeur et bon, avec mon ancien collègue. On avait été engagé, invité par Radio-Canada pour faire un atelier de design sprint de co-création. C'est un échange culturel entre Radio-Canada et Radio France. Bon, il y avait des concours à l'interne. Bon, ils cherchaient un peu l'innovation. Et eux, leur projet, essentiellement, ils cherchaient à créer un objet, une radio, qui servait à aider à la gestion de la petite famille tout en présentant des contenus originaux créés par Radio France ou Radio-Canada ou un diffuseur quelconque. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il fallait concevoir dans cet élément-là, c'est justement comment est-ce que les parents allaient interagir avec l'objet, comment est-ce que l'objet allait se configurer, est-ce que les gens sont vraiment intéressés par l'objet, est-ce que les enfants vont vraiment être attirés par l'objet, est-ce que l'objet doit être quelque chose qui ressemble plus à ce que, on va dire, peut-être un Rams frais très, très simple, blanc, design minimaliste, ou est-ce qu'on est plus dans des choses très colorées avec une personnalité? Donc, c'est en étudiant ces différentes techniques-là, toutes les questions qu'il y a dans un design sprint, que ça nous a permis d'avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que les parents ont comme réalité, qu'est-ce que les enfants ont comme réalité, est-ce que l'idée derrière l'objet a de la valeur, est-ce que c'est une idée qui est viable, est-ce que ça va fonctionner, etc., etc., etc. Puis c'est quoi la vision de la facilitation, dans le fond, pour toi, juste un peu plus à large, mettons, pour donner un vol d'oiseau, là? La vision de la facilitation ou des ateliers de co-création, essentiellement, c'est d'essayer de réunir autour de la table les gens qui vont être capables de résoudre cette problématique-là. C'est le bon nombre de participants pour avoir assez de profondeur dans tes discussions. Puis en général, si tu as des gens qui ont certaines compétences, soit justement, comme je vous disais tantôt, en communication, en des connaissances, admettons, sur un peu plus comment les enfants réagissent, des connaissances en expérience utilisateur, des connaissances en comment créer un objet, la portion technique, techno, faisabilité. On va chercher un bel éventail de connaissances et de compétences. Puis si on est plus que, admettons, si on aurait été une vingtaine dans ce genre d'atelier-là, la gestion des idées, ça aurait été trop chaotique, les gens n'auraient pas tous eu l'occasion de parler. Donc, on fait ces ateliers-là, on va chercher des gens qui ont une bonne connaissance, le désir de résoudre cette problématique-là, parce qu'on veut que les gens soient actifs le plus possible, on veut qu'ils se sentent engagés. Puis on fait ça dans un contexte très serré, dans le sens où d'habitude, on prend une semaine pour trouver la problématique, faire l'idéation, faire un test, faire un prototype. Là, dans ce contexte-là, c'est un objet connecté qui s'adressait justement à un client qui est assez particulier dans le sens où c'est des enfants. Est-ce que ça se prête au processus de facilitation, avoir un enfant, mettons, in-house ou quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'on va dans le rêve un peu? Puis... Bonne question. Je n'ai pas eu à faire de processus de facilitation avec des enfants. C'est le genre de contexte que j'aurais aimé qui se présente dans mon cas. Professionnel à un moment ou à un autre. Veux pas, ces genres d'ateliers-là prennent beaucoup de temps, des ressources autant en temps monétaire que bon, logistique et tout et tout. Puis souvent, bon, les gens vont investir beaucoup plus dans des grandes plateformes avec des grands buts d'innovation, puis on néglige un peu cet aspect-là. Par contre, ce que j'ai pu noter, oui, il y a des gens qui ont pratiqué la facilitation, il y a des histoires, des cas qui circulent un peu, là, qui ont pratiqué la facilitation avec les enfants, puis essentiellement, tu sais, les ateliers, c'est un peu ça qu'on essaie de faire quand on fait de la facilitation. On essaie d'amener de l'énergie, de la cohérence, des activités, puis c'est un peu gamifié. Et ça marche très, très bien avec les plus jeunes. Peut-être que j'ai un range moins grand de participants où j'ai des gens qui étaient comme retraite, pré-retraite. Puis j'ai eu des gens dans lesquels j'ai fait des ateliers qui étaient première année de cégep. Ils ont des comportements différents avec la technologie, mais dans un contexte de résolution de problèmes, au minimum pour tester avec des enfants, oui, ça se fait. J'ai déjà fait dans des contextes web. Ça doit être très, très intéressant de faire un vrai atelier d'idéation avec des enfants parce qu'ils ne sont pas limités par ce que j'appellerais les limites du faisable.
En atelier, les adultes vont dire ah oui, mais tu sais, ça, on peut pas faire ça dans notre compagnie, on peut pas faire ça dans notre... Ça n'existe pas. Les enfants n'ont pas ce limite-là. Ils veulent juste quelque chose. Point barre. J'aimerais beaucoup ça. Ça, c'est clair. Puis est-ce que tu ressens justement beaucoup les limites du faisable dans ta pratique au jour le jour? Justement, là, tu me dis que tu es rendu à ton compte, justement. Fait que j'imagine tu dois avoir une bonne braquette de clients qui sont assez distincts les uns des autres, puis avec des contraintes très différentes, j'imagine, tout dépendamment du client. Puis comment tu ressens ça au jour le jour, le niveau, le côté faisabilité? Peut-être on peut tomber là-dedans, là. Ça m'intrigue. Ben oui, en fait, le niveau faisabilité, quand même, est important. Veut pas. Ce qui est intéressant avec les enfants, justement, c'est que l'imagination, il n'y a pas de limite. Ils sont pas limités. Avec les adultes, oui, par moment, justement, ils vont être plus limités à cause des contraintes qu'ils se donnent à l'interne. Puis souvent, bon, c'est leur biais cognitif, c'est les problématiques, c'est la façon dont les choses sont formulées. C'est un peu plus cérébral. Mais la faisabilité, on n'a pas le choix de la prendre en compte dans des contextes comme ça. Même si on ferait un atelier avec des enfants, éventuellement, les idées, on veut les convertir probablement dans quelque chose de viable. Mais quand dans un milieu professionnel, veut pas, le contexte veut qu'il y a des gens qui vont dire voici tant d'argent, je veux essayer de résoudre cette problématique-là et tu dois les amener les plus proches d'une réponse possible qui sera viable. Donc, tu veux prendre en considération la problématique. Oui, ce que les utilisateurs peuvent avoir de besoin ou ce qu'ils veulent ou le monde idéal. Mais si tu ne considères pas la faisabilité, tu pèles des nuages, là, tu vends du rêve. Puis ça, c'est un truc qu'il faut faire attention avec tous ces ateliers-là. La vision romancée des brainstorms et des ateliers, souvent, si on met des post-it sur les murs, puis à un moment donné, on va avoir une idée de génie, bang, puis 2 ans plus tard, on va vendre à 1 milliard à une grosse compagnie à Silicon Valley. C'est pas du tout le cas. C'est beaucoup de travail, c'est pas magique, beaucoup de jus de cerveau, puis c'est juste une première étape. C'est vraiment juste une première étape parce que ce qu'on veut faire, c'est valider si une idée va intéresser du monde, si elle a de la valeur. Puis après ça, c'est important de s'assurer qu'elle est viable, faisable au niveau technologique, dans un temps donné, dans un contexte donné. Puis il faut tout prendre en considération, là, argent, communication, technologie. Parce que même si on a la meilleure idée au monde puis on n'est pas capable de la réaliser, cette idée-là, qui ne se matérialisera jamais, n'a aucune valeur. T'sais. Puis est-ce que tu te rends jusque-là dans ta démarche avec un client, jusqu'à voir si c'est à dérisquer si c'est faisable dans le timeline qu'ils ont, des choses comme ça, on tombe plus dans la gestion de projet, Ben, on va tomber dans la gestion, mais ce n'est pas une phase qui peut être couverte seulement par moi en tant que facilitateur ou en tant qu'expert UX. Il y a une grosse part de connaissances et de responsabilité qui vient évidemment de la discussion et du contexte et de ce que le client sait. Nécessairement, ben, pas nécessairement, mais la majorité des clients avec lesquels je travaille, il va avoir un département de communication, de marketing, de comptabilité, et ça va être dans les suivis, dans les ateliers post-sprint s'ils y ont lieu, de valider toutes ces théories-là qu'on va mettre de l'avant et voir, OK, ben ça, c'est une super idée. Ça nous coûte 100 000 la développer, par exemple. On va être capable de la rentabiliser en 6 mois parce que ça va nous permettre de faire telle vente si tout va bien. Ou ça va nous coûter 100 000 puis on va amener un profit potentiel de 10 000. On est dans le trou de 90 000. Même si l'idée a l'air intéressante, si le coût versus ce que ça peut te ramener n'est pas là, ben c'est une idée qu'il faut que tu mettes de côté. Là. Fait que il faut toujours peser un peu l'aspect magique, mais l'aspect viabilité, retour sur l'investissement sur une entreprise. Mais au début, tu ne veux pas te limiter parce que si tu te limites tout le temps à juste ce qui existe, nécessairement, tu vas te retrouver à avoir des idées qui sont, je dirais pas innovantes. Là. Tout n'a pas besoin d'être innovant à 100% là, pour avoir de la valeur, mais au minimum, c'est si tu te limites tes choix de possibilités, tu vas avoir, c'est ça, les occasions sur lesquelles tu vas avoir de tomber sur la bonne idée vont être réduites. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, on dirait que ça émerge. Une question, c'est au niveau de ça, il y a plusieurs parties prenantes dans un atelier de facilitation, comme tu disais un peu plus tôt, et il va y avoir des différents experts, différentes personnes de différents domaines. Puis, mettons, toi, tu arrives comme un expert externe, tu vas animer les ateliers, tu vas faire du cadrage, des choses comme ça. Au niveau de la passation, quand tu passes de
disons, d'avoir fait un peu ton livrable, puis là, tu le passes. Est-ce que tu vas le passer toujours aux personnes qui étaient présentes à l'atelier? Donc là, j'imagine ton adoption est quasiment assurée d'avance, ou est-ce que tu vas l'envoyer à des fois des personnes plus larges, ou comment tu vois ça? Ben, c'est là où il y a quand même des ateliers ou des façons de gérer les différentes parties prenantes qui peuvent interagir avec toi dans le contexte, là. Évidemment, comme je disais tantôt, c'est assez limité, là. 7-8 personnes, c'est toutes les gens qu'il faut, mais il va y avoir des experts, il va y avoir d'autres employés qui vont être affectés par l'idée. Disons que tu es dans une compagnie de 100 personnes puis qu'il y a 7-8 personnes qui travaillent sur l'idée, les autres existent quand même. Là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est dans ces autres parties prenantes-là, est-ce qu'il y a certaines personnes qui doivent être informées plus tôt dans le processus? Est-ce qu'on doit les intégrer comme experts? Il y a plusieurs façons d'interagir avec ces gens-là pour que la communication soit bonne, simple, puis comme tu disais, que l'acceptation au changement, si c'est une nouvelle idée, se fasse plus simplement. Puis, c'est sûr que les gens qu'on va favoriser, ça va toujours être des gens qui ont davantage de pouvoir décisionnel ou qui vont être plus en interaction avec la création du projet par la suite. Parce que si je fais un projet avec une petite équipe, puis après ça, je l'amène avec une toute autre équipe, bien, tout ce qu'on a appris durant une semaine de travail, par exemple, ben, si je compile ça dans un bilan avec une centaine de slides, c'est long à lire, c'est pas digeste. C'est les notes de d'autres gens parce qu'on utilise quand même des post-it virtuels. Ça fait aucun sens. Fait faut toujours se poser la question, est-ce que la personne qui va faire le travail après, elle a besoin d'être là pour être capable de faire son travail par la suite ou quelle information qui sont sorties de ça doit être communiquée à X personnes, X personnes, X personnes et quelle et comment, pourquoi, etc., etc. Je le fais de façon moins formelle, là, mais dans des grosses entreprises, on peut référer ça à un RACI, je crois, qui doit décider, qui doit être informé, qui est imputable. Vous irez googler. Comme je dis, je ne le fais pas formellement, mais c'est un peu ça. C'est qui doit savoir quoi, quand, pourquoi, essentiellement. OK, cool. Fait que c'est le champ de s'assurer qu'on a les bonnes personnes autour de la table pour que par la suite, il se passe quelque chose avec ce qu'on a fait aussi. Parce que c'est souvent, on va faire de la facilitation, disons, où on dirait, OK, on va aller chercher un facilitateur pour un atelier, mais est-ce que c'est juste une chose qui est donnée dans le temps, puis après ça, c'est fini? Oui, ben c'est quand même des problématiques qui sont souvent là. Des fois, le facilitateur arrive avec toute son énergie, on fait les ateliers, ça va bien, ça gaule. Après ça, ben on dit félicitations, belle semaine de travail, beau 2 semaines de travail là, en virtuel, on un petit peu plus de temps, hein? C'est lourd le Zoom fatigue. Mais après ça, tout le monde est armé de bonnes intentions, mais ils ne savent pas quoi faire après. C'est normal. Il y a des ateliers qui sont quand même développés là, pour pouvoir aider à convertir. Bon, OK, maintenant que j'ai comment je pourrais dire? Maintenant que j'ai mon prototype testé, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, il y a une portion maintenant dans les livrables que moi je fais, ou du moins, là, je fais des bilans qui disent telle problématique, vous devriez faire telle chose, telle problématique, vous devriez telle chose. On tombe plus dans l'ordre des tâches. Par exemple, quand je sais qu'il y a eu une certaine problématique dans un test utilisateur, je dis, ben ça, en réalité, on n'a pas réellement la réponse, il n'y a pas de bonne pratique pour ça. Vous devriez essayer telle idée qu'on a eue durant l'atelier, refaire des tests juste pour cette portion-là. On a eu tel problème, ça, mais il existe telle solution qui existe déjà. Et en général aussi, ce que je fais de plus en plus, c'est que ce bilan-là, je peux adresser les éléments qui sont plus du terme au niveau du design graphique et du UX. Je sais quand même, ça reste le plus possible un expert externe que moi, parce que j'ai en tant que facilitateur, mais j'adresse ces éléments-là. Mais je vais aussi demander au client de venir compléter le rapport avec moi. Donc, exemple, si on a une problématique du genre la mise en marché doit être faite simultanément avec telle chose, ben, les recommandations, moi, je ne suis pas apte à faire une recommandation sur la mise en marché dans leur contexte parce que je n'ai pas l'information. Mais eux, à l'interne, il y a un expert qui, lui, le sait. Et ce qu'on va lui demander, c'est cette portion-là, la problématique qui a été ciblée, comment eux entrevoient, qu'est-ce qu'ils suggèrent. Fait que comme ça, c'est plus un bilan, c'est pas un bilan de consultant, c'est vraiment un bilan que, en tant qu'équipe, c'est ça qu'on a appris. On sait qu'on a telle problématique, on se regarde le nombril, on sait qu'on a testé ça, ça va bien.
ça, il faut encore le tester. Et ça, dans un an, il doit arriver ça. Donc, tout le monde doit faire telle chose. Donc, les rapports, au lieu d'être un grand PowerPoint de gens externes qui écrivent plus que ce qu'ils devraient, le rapport est essentiellement constitué des notes de tout le monde en post-it avec les fautes de français ou d'anglais dedans. Et après ça, chaque personne peut dire « Ah, ça, en tant qu'expert sur le sujet, on devrait faire ça en tant que… » Puis après ça, c'est plus facile de faire une passation d'informations si quelqu'un dans l'équipe change, s'il y a un projet à créer. On a l'ensemble, on se donne des outils pour avoir une meilleure visualisation de l'ensemble de la problématique, puis qui doit faire quoi dans quel spectre. Fait que c'est un peu un mix de… On a co-créé, il y a des travaux d'experts qui doivent être faits et éventuellement, il va falloir se rejoindre à certains lieux, certains endroits. Donc là, il y a des activités plus avancées, post-sprint, qui sont plus de la planification qui peuvent être faites. Là, qui permet de garder le focus sur l'ensemble des éléments qui sont dits durant un sprint ou des ateliers de conception. Fait que ça garde le côté facilitation même dans le livrable. Là. On n'est pas... c'est ça, tu tombes moins dans le rapport étoffé d'experts. Oui. Puis, il faut dire que le design sprint en soi, avec le livre qu'on peut voir derrière toi, de Jake Knapp, c'est une méthodologie qui se fait en 5 jours. C'est une belle promesse. Oui, les ateliers sont sur 5 jours, mais un design sprint, ça dure 4-5 semaines. Entre le premier moment où tu vas parler à ton décideur, la personne qui t'engage, que tu vas trouver les bons intervenants, que tu vas faire juste assez de recherche pour avoir assez d'informations pour faire ta facilitation, préparer tout le monde, faire ton livrable, t'assurer qu'il va se passer quelque chose s'il y a une phase après. Donc, essentiellement, un sprint, c'est un peu le cœur, mais il y a des choses qui se passent avant et tu peux faire après ça des resprints où tu fais juste comme focuser sur un élément, tu prends 2 jours, tu fais du quick prototyping, donc tu t'itères rapidement sur le prototype ou tu passes tout de suite en mode développement puis tu fais des jobs to be done, des user stories, tu tombes justement agile puis tu fais des tâches. Il y a plusieurs contextes, là, mais voilà, c'est qu'est-ce qui se passe après. On peut utiliser la même méthodologie pour connecter tout le monde, s'assurer qu'il y ait quand même comment choisir, une meilleure utilisation du temps post-sprint et s'assurer qu'on garde toute la vélocité qu'on gagne durant ce genre d'atelier-là. Là, justement, tu as parlé un peu de... Excuse-moi, je vais rebondir. Tu as parlé un peu de sprint, justement, puis de Jake Knapp, puis je pense que tu as eu la chance de participer à un regroupement, je sais pas, en lien avec Google. J'aimerais ça qu'on parle de ça. C'était dans le récent, justement. Là. Essentiellement, le sprint fait ses 10 ans, la méthodologie. Le livre, je crois que lui, le livre a peut-être 5 ans à peu près, je ne me souviens plus de la date exacte. Mais bon, la méthodologie fêtait ses 10 ans, on était tous à distance, on s'ennuyait un peu de la communauté. Et cette année, au lieu de faire un regroupement physique avec des conférenciers, des ateliers et tout, ils l'ont fait virtuel. Sont allés chercher les gens qui participent le plus dans la communauté, qui sont connus, dont il y a plusieurs personnes aussi chez Google qui étaient là, donc sur invitation seulement. Donc, j'ai été très honoré de faire partie du lot. Puis, ils ont divisé les gens en groupes selon les différents intérêts. Puis là, ce qu'ils essaient de voir, ça va être quoi le futur du design sprint. Moi, j'ai fait partie d'un atelier de travail qui parlait de la notion d'antifragile. Pour faire une histoire courte, c'est comment avoir des entreprises antifragiles ou concevoir pour être antifragile, c'est-à-dire même s'il y a des changements, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre compagnie ne soit pas ébranlée par ces changements-là. Puis, on a trouvé plusieurs éléments, dont l'état d'esprit, les métriques, la gestion du changement, comment ces ateliers-là, comment est-ce que le design sprint a évolué, peut aider à d'autres sphères de l'idéation. Fait que l'idée, c'est si on... Ça, c'est un lien que je pourrais partager justement sur Objet UX. Si on va sur le site, il y a différentes ressources, dans le fond, qui vont être en lien avec ce que vous avez co-créé, dans le fond, durant ces exercices-là. C'est ça? Exactement. Donc, c'était un 2-3 jours. C'était rapide. C'était des équipes de gens qui ne se connaissaient pas, mais qui avaient tous le design sprint en lien, qui connaissaient la méthode, qui en faisaient. Et justement, il y a eu de l'idéation qui a été faite sur plusieurs sujets qui sont propres à, justement, surtout la dernière année, là, avec le contexte à distance. Et voilà. Puis moi, j'étais très heureux d'être dans l'antifragile, justement, parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers au niveau de l'innovation dans les dernières années, parce que, l'innovation, c'est très, je veux dire, glam. On va inventer quelque chose, ça va être magnifique. Mais dans mes ateliers, plus j'avance, plus je vois que
surtout les compagnies, là où ils devraient investir, c'est pas juste dans l'innovation, ils devraient aussi investir à l'interne de la compagnie, sur qu'est-ce qu'ils font que cette compagnie-là est une compagnie viable. Donc, être moins en innovation, utiliser les ateliers pour mieux se comprendre en tant qu'entreprise, puis mieux améliorer des différents aspects d'une entreprise, plus que juste d'essayer on va créer une application, puis on va être millionnaire. Fait que là, ça passe par des concepts de vision, de mindset, de processus, d'assurance qualité, de communication, etc., etc. Là. Plusieurs volets à ça. Là. Fait qu'on pourrait déjà terminer là-dessus. Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute ensemble. Fait que, disons, si je résume ça, tu verrais un peu l'avenir de la facilitation vers un outil pratique pour aller même plus que juste en innovation pure, mais même dans d'autres sphères, dans le fond, des problématiques des entreprises. C'est ça? Oui, ben en fait, oui. Puis pour revenir un peu plus à ton sujet de l'objet, c'est ce qui est bien, c'est que là, moi, mon point de départ sur justement toutes ces méthodologies-là, c'était le design sprint. Maintenant, c'est un peu plus design thinking, mais c'est que la résolution de problèmes quand tu es designer de base, puis que tu apprends à utiliser ton cerveau à résoudre des problématiques, puis tu te munis de plusieurs outils. Quand tu as un problème à résoudre, ben, tu peux le résoudre qu'il soit numérique, qu'il soit imprimé ou qu'il soit de la nature de l'objet. Puis moi, le côté que je trouve intéressant, justement, de par le contexte actuel, c'est que les gens n'ont pas tous besoin ou ne devraient pas tous investir mettre beaucoup d'argent dans l'innovation puis vouloir tout changer les choses. En ce moment, il y a beaucoup de PME ou d'entreprises qui auraient un grand gain d'utiliser les ateliers juste pour stabiliser leur entreprise en ce moment sur certains facteurs, puis vraiment comme limiter les risques, puis c'est un peu plus en amélioration progressive. Okay. Donc, moins risqué, mais on travaille plus sur du concret que de l'innovation. Puis les deux fonctionnent très bien. Là, encore là, ça dépend de la santé financière et du contexte dans lequel on opère. Puis, tu sais, dernière année, tout le monde à distance, il y en a qui ont innové, ça leur aura très bien réussi. Et il y en a d'autres qui ont investi sur eux-mêmes, sur stabiliser certains éléments, et ça leur a bien réussi. Là. Les deux se valent, là, c'est très, très, très contextuel. Ouais, ben, c'est intéressant parce que ça fait que c'est un outil qui est très polyvalent, en fait, alors qu'on a peut-être tendance à voir comme, étant donné que ça vient un peu plus du venture, un sprint, comme des choses haut risque. J'ai tendance à amener ça comme un outil qui est plus un outil de partage sur des problématiques at large des entreprises. Oui, puis ça change un peu la façon de l'aborder, dans le sens où quand on fait de l'innovation, c'est haut risque, haut retour sur investissement. Quand on le fait plus sur de l'amélioration à l'interne d'une compagnie, on devrait minimiser les risques le plus possible. Donc, il y en a un dans lequel, je vais faire des chiffrons, là, je sais pas, moi, parler d'argent en public, c'est difficile. Disons qu'il y en a un que tu vas investir $1 puis qui devrait te ramener 5, puis l'autre, tu essaies d'investir $1 puis qui devrait t'en rapporter 100. Sauf que si tu as 5 comment je peux dire? Si tu as $5, il y en a un qui va toujours te ramener $5. Oui. Donc, tu vas avoir éventuellement $25. Puis l'autre, tu devrais investir justement ton dollar pour essayer de viser 100, mais il y a un projet sur 20 qui va fonctionner. Fait que même si tu investis $5, ça se peut que tu finisses avec $0. Fait que là, c'est le risk-reward, ça dépend du marché, ça dépend du contexte, ça dépend de la façon financière, ça dépend du mindset, ça dépend de beaucoup de choses. Mais dans ce cas-là, les deux ont une réalité qui s'applique dans les grandes compagnies comme dans les petites compagnies. Il faut juste être intelligent pour ne pas briser son entreprise avec ces différents éléments-là. Ouais, ben puis tu réponds à deux types d'entrants dans des portfolios. Souvent, tu as les projets au risque justement, qui peuvent venir changer carrément ta compagnie, faire un pivot. Tu as des projets qui sont plus dans stabilité, en ligne directrice, mais dans les deux cas, tu vois qu'on peut utiliser les méthodologies de facilitation, ces choses-là, pour aller chercher une direction qui est unie. Là. Oh oui, puis comme on dit, il y en a un, c'est pour réinventer la roue, mais une compagnie ne peut pas vivre juste sur des belles promesses et en réinventant la roue tout le temps. Éventuellement, une idée innovante, après 2-3 ans, elle n'est plus innovante. Ça devient juste une idée qui a bien marché et qu'il doit être tout simplement amélioré et perdurer un petit peu plus. Puis là, bon, on change un peu de mindset. Puis après ça, il faut investir dans l'investissement éventuellement, mais une idée innovante, éventuellement, il faut qu'elle tombe dans le spectre où
C'est standardisé, ça rentre dans les processus, etc., etc. Donc, comprendre justement où est-ce qu'on veut se diriger, est-ce qu'on est dans l'optimisation ou dans l'innovation. Voilà. Très intéressant, très important pour moi. C'est super. Puis je pense que ce serait une bonne fin pour cet premier épisode de Objet UX. Je vous dis premièrement, merci beaucoup, Jean-Sébastien, d'être présent au jeu. Puis j'ai l'impression que c'est exactement dans l'objectif de ces rencontres-là, c'est de parler, oui, de design d'objets, mais plus de l'écosystème autour du design d'objets aussi, du UX là-dedans, dans l'expérience utilisateur. Justement, en facilitation, on amène l'utilisateur au centre, dans le fond, du discours, je veux pas, en essayant d'aller voir un peu plus large. Donc, c'est pour ça que commencer avec la facilitation, je trouve ça intéressant. Puis, j'ai hâte de voir ça va nous amener où, tout ça. Mais merci pour cette vision-là assez étendue du domaine. C'était super. Ah ben, ça me fait plaisir. Yeah, puis bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonjour à tout le monde. Au revoir.